Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans ce début de semaine et justement lundi 28 novembre 2022. Dans les informations de ce jour, page politique pour commencer. La ville de Manakar sera désormais à l'abri de la montée de la mer et de l'érosion. L'aménagement des côtes est achevé à travers la mise en place de la brise-lame qui a été inaugurée aujourd'hui. Ce sera à la fois une infrastructure aménagée en jardin mais aussi un moyen de divertissement de la population. Reportage de Jedigael Ranjenirin et Indora Zajaibé. La plage de Manakar fait la renommée de cette ville, mais la mer y est aussi dangereuse du fait de la force des vagues. La montée de la mer constitue un grand risque pour la population, surtout durant la période cyclonique, comme lors du passage du Batirei, qui a fait de nombreuses victimes. Le changement climatique entraîne également la montée et l'avancée de la mer, ce qui requiert des mesures au plus vite. Raison pour laquelle l'État a mis en place une brise-lame pour protéger la ville de Manakar et d'Ampilao. Les travaux de construction de cette brise-lame de 210 mètres a débuté au mois de mai 2021 à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Actuellement, son existence a complètement changé la forme de la plage de Manakar car elle sert également de jardin et de lieu de divertissement pour la population pour garder également l'aspect touristique de la ville. La route de 300 mètres qui longe la plage a été réhabilitée en béton. Toujours concernant cette tournée du président de la République à Manakar, les personnes vulnérables, celles âgées et celles en situation de handicap physique ont également reçu leur part lors de cette tournée du président de la République, justement à Manakar, comme il a été dit, par l'intermédiaire du ministère de la Population et de la Protection sociale et de la promotion de la femme. Un centre d'aide aux handicapés physiques et aux personnes âgées a été créé à Manakar. Lors de la cérémonie d'inauguration, le président Anjradzuel a souligné l'importance du fait que chacun jouisse de ses droits de citoyen. Toujours un reportage de Jedigael Ranjenirin sur les images d'Indora Zajaibé. Les personnes handicapées physiques et les personnes âgées ont besoin d'une attention particulière. Elles ont besoin de soutien continu dans leur quotidien et dans leur santé, a déclaré le président de la République. C'est la raison pour laquelle le Centre pour handicapés et personnes âgées a été construit et inauguré aujourd'hui. C'est un endroit au sein duquel ils peuvent recevoir des interventions gratuites telles que des soins de santé, où ils peuvent faire de l'exercice, s'amuser, obtenir des conseils et se former également. Le président a rappelé ici que le gouvernement a le devoir de prendre soin de sa population. Lors de l'inauguration de ce centre dédié à l'accueil des handicapés et des personnes âgées, le président Anjradzuel a offert des matériels tels que des fauteuils roulants, des béquilles et des couvertures. Par ailleurs, le bureau régional du ministère du Travail, de l'Emploi et des Lois sociales a également obtenu son nouveau bureau qui a été inauguré aujourd'hui à Manakar-Bay. Toujours dans cette page politique, renforcer les relations entre le Parlement indien et le Sénat de Madagascar, tel est le sujet discuté durant la visite de courtoisie de l'ambassadeur indien à Madagascar au président du Sénat. L'Inde a toujours été aux côtés de Madagascar, surtout dans les moments difficiles comme lors de la crise sanitaire ou encore des catastrophes naturelles. Reportage de Miar Vulatsferen et Denil Sambraz. L'Inde est un pays qui travaille étroitement avec Madagascar depuis toujours, notamment dans le domaine économique, commercial, mais aussi environnemental. Ce sont entre autres les points qui ont été discutés entre le président du Sénat et l'ambassadeur de l'Inde durant la visite de courtoisie de ce dernier au président de la Chambre haute. L'ambassadeur de l'Inde a évoqué sa volonté de faciliter l'accès aux investisseurs indiens qui veulent s'implanter à Madagascar. Le Parlement indien et le Sénat se sont convenus de se donner la main dans le renforcement des capacités et des partages, surtout sur le domaine de la démocratie, selon les explications. L'Inde figure parmi les pays qui ont appuyé Madagascar durant la période de Covid-19 et en ce qui concerne les conséquences du changement climatique dans le pays. Ainsi, le président du Sénat a tenu à montrer la reconnaissance de Madagascar à l'endroit de l'Inde. Dans les actualités économiques, 68% des touristes séjournant à Madagascar visitent au moins une aire protégée. Par ailleurs, le tourisme marin apporte environ 20 000 millions d'ariars selon le rapport de la FAPMBM ou Fondation pour les aires protégées et biodiversité de Madagascar. Fin de Sénamiré nous en dit plus.
La visite des aires protégées peut rapporter jusqu'à 690 000 millions d'ariars. De plus, notre pays se distingue grâce à l'existence de nos espèces endémiques et les différents sites touristiques. 68% de ces touristes séjournant à Madagascar visitent au moins une aire protégée. Par ailleurs, l'existence des 4 sites marins protégés constitue également un grand avantage pour Madagascar. Parmi ces sites, Nuustankill attire environ 50 000 visiteurs par an, dont les nuitées rapportent environ 10 000 millions d'ariars chaque année, selon toujours la Fonds pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar. Le tourisme a un grand impact sur l'économie nationale et la visite des sites marines protégés rapporte chaque année 20 000 millions d'ariars. 8 pays à travers l'Afrique sont déjà membres de la zone de libre-échange continentale africaine, ou ZLECAf. Madagascar n'en fait pas encore partie. L'un des avantages de l'adhésion est l'augmentation des revenus régionaux et la création d'emplois. Un dialogue national sur les enjeux et les défis de la ZLECAf se tiendra à partir de demain en collaboration avec le PNUD sous le parrainage du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. Reportage de Ruth Christelle Rakout-Malal. La ZLECAf augmentera les revenus des pays qui la mettent en œuvre de 9%. Plus de 18 millions d'emplois seront également créés dans ces pays. D'ici 2035, 50 millions de personnes pourraient ainsi sortir de la pauvreté, selon les prévisions de la Banque mondiale. Actuellement, 8 pays d'Afrique et l'île Maurice sont regroupés dans cette ZLECAf. Le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, le Rwanda, la Tunisie, la Tanzanie et le Kenya. Madagascar fait partie des 10 pays africains qui n'ont pas encore signé la ratification. Nous devons encore renforcer la chaîne de production de notre industrie en partant de l'agriculture, de la transformation et de la vente. Si la production intérieure augmente, on peut s'attendre à changer la politique d'exportation et de produits étrangers. Un dialogue national sur les enjeux et les défis de la ZLECAf se tiendra à partir de demain en collaboration avec le PNUD sous le parrainage du ministère de l'Industrie et du Commerce. 4 thèmes y seront abordés pendant 2 jours. Dans les actualités sociales, la réparation du transformateur qui a été détérioré, victime de la foudre le jeudi 17 novembre dernier à Nouzat, devra attendre des pièces où on a dû importer, selon les explications des techniciens de la Jirama. Le rétablissement de l'électricité pour une partie des communes qui longent la RN1 s'est fait ce jour, mais d'autres n'ont pas encore d'électricité depuis une semaine déjà. Face à cela, le deuxième transformateur de la Jirama à Nouzat a été déplacé à Alakamis Fénorive afin de pouvoir rétablir le courant dans les autres communes, selon les explications rapportées par Anienne Martina et Nzara Ranjiansou dans ce reportage. Le problème d'électricité pour plusieurs communes longeant la RN1 n'est pas encore solutionné une semaine après la coupure due à la détérioration de la sous-station d'Anouzat qui a été victime de la foudre. Quelques communes ont pu déjà bénéficier d'électricité depuis Anouzat à Sovnanjin, approvisionnées par le réseau triphasé après des travaux d'urgence effectués par la Jirama. Néanmoins, nombreux parmi ceux approvisionnés à travers le SWER, qui est relié par le transformateur qui a été victime de la foudre, n'ont pas encore d'électricité. La réparation de ce transformateur devra attendre de pièces qui ont dû être importées. En attendant, le deuxième transformateur d'Anouzat sera déplacé à la Camis Fénorive pour solutionner le problème d'électricité sur cette RN1. Par ailleurs, la Jirama a souligné que le manque de communication est la raison pour laquelle la population a manifesté. Les explications ont ainsi été faites auprès de ceux qui n'ont pas encore d'électricité cette fin de semaine. Et les remblais sont actuellement suspendus, sauf pour ceux ayant reçu des autorisations particulières après diverses études, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers aujourd'hui, afin d'éviter les catastrophes, mais surtout la montée des eaux qui sont souvent vécues par la population d'Antananarive et ses environs est la raison de cette décision. Après l'assainissement des canaux d'Antananarive, un plan sera mis en place concernant les remblais, selon toujours le ministre aujourd'hui durant le lancement des curage des canaux au Marais Massaï. Reportage toujours d'Anienne Martina et Nzara Ranjiansou.
Environ 3000 mètres cubes d'ordures et de boue ont été enlevés des canaux d'évacuation des eaux usées de Mare Masai, long d'1,5 km. C'est un des canaux les plus importants de la capitale, car c'est là que toutes les eaux sont évacuées pour la partie est et nord d'Antananarivo. Il s'agit d'une action pour éviter la montée qui est de plus en plus fréquente dans la capitale, surtout en cette saison des pluies. Cela concerne également les remblais actuellement qui ont été suspendus en attendant un plan d'aménagement de la ville. De 300 000, la population d'Antananarivo est actuellement à 3 millions. Il est important de voir l'extension de la ville, souligne le ministère. Des assainissements ont été également faits au niveau de la station de pompage des Souches ce matin. C'est une infrastructure qui aide dans l'aspiration des eaux usées au niveau des quartiers bas pour diminuer au plus vite les eaux durant la saison des pluies. Le secteur de la couture à Madagascar est toujours ouvert à la consommation. L'objectif des producteurs est donc de continuer à améliorer les produits malgaches, que ce soit au niveau du prix que de la qualité. Les détails avec Sylvain et Sech Angenab. De nombreuses étapes sont franchies pour confectionner des vêtements prêts à porter. Mais à Madagascar, les produits ne sont pas destinés à l'exportation comme d'habitude, mais au marché local. Selon les informations, peu de personnes osent intervenir dans ce secteur en raison de l'importance de la qualité de la couture malgache. De nombreux acteurs sont en concurrence avec des produits étrangers auparavant et les produits locaux sont peu visibles. Selon les explications, les produits malgaches commencent à être connus surtout après la crise internationale qui a rendu difficile l'exportation des marchandises. Environ 100 entreprises sont impliquées dans l'exploitation des tissus et de la couture destinée à l'exportation dans notre pays, car presque toutes les matières premières se trouvent ici. Dans l'actualité sportive de ce soir, les matchs vers les huitièmes de finale dans le groupe E et F restent encore très serrés dans le cadre de la deuxième journée du championnat mondial de football au Qatar. Dans le groupe E, Espagne est en tête après avoir fait un match nul contre l'Allemagne qui est actuellement à la 4e place. Cette dernière peut encore rattraper si elle gagne à la 3e journée. Dans le groupe F, le Maroc a vaincu la Belgique hier. Les détails de ce match avec Anzara Zonarville. Après la deuxième journée des phases éliminatoires par groupe, aucune équipe n'est encore certaine à 100% de passer les huitièmes de finale pour les groupes E et F. Dans le groupe E, le Costa Rica a vaincu le Japon sur le score de 1-0. Le Japon, s'il avait remporté ce match, serait directement qualifié pour les huitièmes des finales car il a déjà vaincu l'Allemagne lors de la première journée. Le deuxième match dans ce groupe a été attendu partout et a opposé l'Allemagne à l'Espagne. Les Espagnols ont déjà vaincu les Costaricains et n'avaient donc besoin que d'une victoire pour avoir leur billet pour les huitièmes. Après le but des Espagnols, les Mannschaft a néanmoins égalisé durant le temps additionnel. Le classement: premier Espagne pour 4 points, deuxième Japon 3 points, troisième Costa Rica 3 points et quatrième Allemagne 1 point. Durant la troisième et dernière journée, l'Espagne devra au moins faire un match nul contre le Japon pour atteindre les huitièmes de finale, tandis que l'Allemagne devra vaincre le Costa Rica. Dans ce groupe E, l'Espagne sera contre le Japon et l'Allemagne contre la Costa Rica pour la troisième journée. Pour le groupe F, le Maroc a été victorieuse face aux Belgique sur le score de 2-0. En parallèle, dans ce groupe F, la Croatie, qui est la vice-championne du monde, a vaincu le Canada sur le score de 4-1. Classement: premier Maroc 4 points, deuxième Croatie 4 points, troisième Belgique 3 points et quatrième Canada 0 points. Pour la troisième journée, Croatie sera contre la Belgique et Maroc contre le Canada. Dans les actualités internationales, au moins 11 personnes ont péri dimanche dans un affaissement de terrain lors d'une réunion en hommage à des défunts dans un quartier populaire de Yaoundé, la capitale de Cameroun, où les recherches ont été interrompues en fin de soirée avant une reprise prévue aujourd'hui. France 24. L'émotion dans le quartier de Damas à Yaoundé. Au pied de ce terrain vague, des effets personnels des victimes. Plusieurs familles se recueillaient ce dimanche en mémoire de proches disparus lorsque le sol s'est soudainement affaissé. Le bilan est lourd, on compte plusieurs morts et des blessés. La malchance d'avoir ce glissement de terre, on ne peut pas perdre les Boloma, qui a donc tué sur place. Nous avons dénombré 10 corps, mais avant notre arrivée, il y avait 4 corps qui avaient été déjà évacués. Il y a plus d'une dizaine de cas graves aussi, qui sont donc dispersés dans les hôpitaux.
Les recherches, difficiles en raison de l'obscurité et de l'instabilité du sol, ont été interrompues dimanche soir pour la nuit. Les secours les reprendront ce lundi. Les autorités ont prévenu, le lieu est dangereux, des évacuations pourraient être ordonnées et toute nouvelle construction y est fortement déconseillée. C'est une protestation exceptionnelle en Chine. Des manifestations contre les confinements ont éclaté hier à Shanghai, ont rapporté des témoins oculaires alors que la colère monte dans le pays contre la draconienne politique de zéro Covid pratiquée par le gouvernement depuis près de 3 ans. Une vidéo largement diffusée sur Internet et que l'AFP a géolocalisée dans la rue Yulumuki dans le centre-ville de Shanghai montre certains protestataires crier Xi Jinping démission et s'en prendre aussi au Parti communiste chinois, une rare démonstration d'hostilité contre le président et le régime dans la capitale économique du pays. France 24. Xi Jinping, démission. Le président chinois directement visé par des centaines de manifestants dans le centre de Shanghai. Colère aussi à Pékin, où ils brandissent une feuille blanche, symbole de la censure. Et à Wuhan, un slogan « Le Covid a commencé ici et s'arrêtera ici ». Une démonstration d'hostilité à l'égard du régime qui prend de l'ampleur et se propage à tout le pays, avec des arrestations plutôt musclées. Des scènes inédites en Chine, où des mères de famille à bout interpellent les policiers. Votre famille et vos enfants ne sont-ils pas des citoyens aussi? Pourquoi pointez-vous vos armes sur nous? Est-ce que la police est censée être contre le peuple? De nombreux Chinois ne supportent plus la politique zéro Covid et les confinements interminables. Et ce n'est pas un hasard si cette explosion de colère survient maintenant. Il faut voir que les gens regardent la Coupe du Monde de football, c'est très populaire en Chine, le football, et ils ont vu que dans les stades, il y a des dizaines de milliers de personnes sans masque, alors qu'eux ne peuvent pas sortir sans faire 3 tests, etc. Donc les gens en ont véritablement assez et blâment la politique du gouvernement pour ce qui est arrivé. Autre événement poussant les Chinois dans la rue, l'incendie qui a fait 10 morts jeudi à Urumqi, les secours ayant été ralentis par des voitures garées depuis des semaines à cause du confinement. Durant tout le week-end, des milliers de Chinois ont rendu hommage aux victimes. Mais le régime, pour l'instant, n'entend rien changer à sa politique drastique anti-Covid. Pékin met en avant les chiffres officiels de décès bien en deçà des bilans enregistrés dans le reste du monde. À Kherson, dans la ville libérée de l'occupation russe par les forces ukrainiennes, il y a peu plus de 2 semaines, les bombes continuent de tomber. La population est en fuite. France 24. De leur ferme familiale, il ne reste que quelques murs et cet amas de pierres. Difficile pour Olga et son fils de reconnaître leur maison après plusieurs mois d'occupation russe. À l'approche de l'hiver, ils tentent de sauver ce qui peut encore l'être. Les soldats russes ont jeté une grenade et fait exploser notre réserve. Ce grain, c'est le grain de toute la communauté. Mon mari doit acheter de nouvelles machines agricoles, moissonneuses, batteuses, semeuses. Ils ont tout détruit. Sur le bord des routes, des mines et des tanks fracassés témoins de la férocité des combats. Tous les toits sont éventrés, le village entier a été détruit par les bombardements successifs. Pour rentrer chez elle, Ludmila doit désormais passer par les fenêtres. Eh bien, cette maison, je ne sais pas comment nous pouvons y vivre. Tous les jours, je me pose les mêmes questions. Que faire? Par où dois-je commencer? Si dans la région de Kharkiv, les Ukrainiens tentent de survivre à l'hiver au milieu des ruines, 400 km plus au sud à Kherson, c'est l'exode forcé pour des centaines d'habitants. Dans la précipitation, ils ont emporté tout ce qu'ils pouvaient. La ville, récemment libérée, fait face aux frappes massives de l'artillerie russe. Avant-hier, un missile a touché notre maison. 4 appartements ont brûlé. Les fenêtres ont éclaté. Nous ne pouvons pas rester ici. Il n'y a ni électricité, ni eau, ni chauffage. Ceux qui n'ont pas de voiture s'amassent à la gare. Ce soir-là, sur le quai, un train direction l'ouest du pays, où les habitants résignés
partent se réfugier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.